Voilà. It's going, right? Yes. Oui. Parfait. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la deuxième conférence midi de la session. Aujourd'hui, on a trois présentateurs. Christine Dufault, professeure ici à l'ABSI, professeur agrégé ici à l'ABSI. David Nadeau et Julie-Lise Semal, doctorat ici à l'ABSI, qui va parler sur les profils de sortie à la maîtrise et pourquoi pas un doctorat. Donc, bienvenue, Christine, et merci d'être ici. Merci beaucoup, Anton. Alors, je vais juste... Bonjour, merci Anton pour l'invitation donc, à venir parler du doctorat. Donc, comme Anton l'a dit, je suis Christine Dufault, je suis professeure agrégée à l'EPSI. Je suis aussi responsable du doctorat, c'est pour ça que c'est moi qui vous en parle aujourd'hui. Et je suis aussi dans une vie antérieure, j'ai fait la maîtrise à l'EPSI et j'ai fait le doctorat à l'EPSI. Donc, je connais bien les programmes et j'ai vécu, moi, le passage, dans le fond, de la maîtrise professionnelle à un doctorat au sein de l'EPSI. Et je suis accompagnée, Anton le disait, de deux de nos actuels doctorants, donc Julie-Lise et David, qui sont à des moments différents de leur doctorat. Donc, David est en première session, il vient de commencer le doctorat cette année, tandis que Julie-Lise est à sa 7e session, donc un petit peu plus avancée dans son processus doctoral. Ils vont tous les deux, dans le fond, vous apporter une vision plus expérientielle, donc du passage de la maîtrise, en tout cas plus récent que le mien. Moi, ça fait quand même quelques années que je passais de la maîtrise au doctorat. Donc, leur mémoire est certainement plus juste que la mienne sur ce processus-là, donc de transition entre les deux programmes. L'idée de faire cette conférence-là n'est pas mienne. Je dois rendre les lauriers à César. Ce sont deux étudiantes qui sont actuellement au doctorat qui, à un certain moment, me disaient nous, on a fait la maîtrise, on aurait tellement aimé avoir quelqu'un qui nous parle pendant la maîtrise de c'est quoi le doctorat, c'est quoi le processus. Et c'est vraiment ces deux étudiantes-là qui m'ont donné cette idée-là de faire, dans le fond, un programme en deux conférences midi. La conférence d'aujourd'hui est une conférence un peu plus générale pour situer c'est quoi un doctorat, ça mène à quoi, est-ce que moi je peux faire un doctorat, tandis que la deuxième qui sera le 11 novembre va être un petit peu plus sur les aspects administratifs, la structure du programme, les démarches entre autres pour faire une demande d'admission. Donc aujourd'hui on va faire une première étape qui est une étape. Donc, la présentation aujourd'hui, je la décline en 3 temps. Donc, je vais, moi, faire une présentation générale du doctorat. Comme je le disais, ce que c'est, où ça mène, qui peut le faire. Par la suite, David et Julie-Lise vont prendre la relève pour vous présenter leur expérience de passage donc de la maîtrise au doctorat. Mais je vais essayer de garder quand même du temps pour une période de questions et de discussion pour les gens, soit en ligne ou sur place, pour poser des questions par rapport à ce qui a été dit. Et à la fin de ma présentation, j'ai quelques liens vers des ressources externes pour avoir une idée un petit peu plus claire, si on veut aller plus loin, des lectures pour continuer à cheminer dans notre réflexion par rapport potentiellement à un doctorat. Donc, je vais commencer par expliquer ce qu'est un doctorat. Bien entendu, un doctorat, nous, on est un doctorat de recherche. Donc, c'est un doctorat de recherche à l'EPSI parce qu'on peut des fois avoir des programmes où on a un doctorat plutôt un doctorat de professionnel. Nous, on est vraiment du côté du doctorat de recherche. Donc, le doctorat de recherche, au cœur du doctorat de recherche, vous avez bien entendu un projet de recherche, c'est votre projet de recherche. Et c'est très important que ça soit votre projet de recherche. Il faut avoir un projet qui nous tient à cœur assez pour passer à travers l'expérience du doctorat. Un doctorat, c'est une expérience sur habituellement 5-6 ans. Donc, il faut avoir quelque chose qui nous allume pour passer à travers le processus. Donc, vous aurez au cœur donc, votre projet de recherche. Le projet de recherche, dans le fond, c'est une thématique, c'est un sujet dans un certain sous-domaine des sciences d'information. Les sciences d'information sont multiples par leurs objets de recherche. C'est donc un sous-domaine par rapport aux sciences d'information pour lequel on a un intérêt particulier. Ça peut être un sujet que vous avez croisé, par exemple, dans un cours, dans une pratique professionnelle, dans des lectures, mais c'est donc un sujet qui vous intéresse, pour lequel vous avez des questionnements qui n'ont pas été répondus. Parce que c'est ça, faire de la recherche. La recherche, on cherche des questions non répondues pour apporter des éléments de réponse. Et c'est vraiment ça qu'on fait du côté, donc, d'un projet de recherche dans un doctorat. C'est d'avoir notre petite niche, notre petit trou dans les connaissances qu'on veut réussir, bien entendu, à apporter des éléments, donc, de réponse. Et comme je le disais, les objets sont multiples.
Donc, si on va, par exemple, juste sur le site de l'EPSI, où on trouve l'ensemble de nos étudiants de doctorat, sans en faire une lecture qui est donc complète, mais on voit que les objets sont multiples, de l'évaluation de l'apport des grands modèles de langue et des technologies sémantiques pour conduire des synthèses de connaissances en sciences sociales, à développer des collections inclusives, au comportement informationnel en matière de santé, à l'histoire des bibliothécaires universitaires au Québec, la mesure d'impact dans les processus d'évaluation de la performance pour améliorer la transmission des résultats des bibliothèques publiques québécoises. Ce sont quelques exemples. Vite dit, on a quand même une vingtaine d'étudiants de doctorat actuellement. Je vous épargne la lecture, mais sachez que donc sur le site de l'EPSI, dans l'onglet recherche, vous avez un lien vers nos étudiants en doctorat. Si vous êtes curieux, curieuse, d'une part, d'aller voir des idées de projets, mais de voir aussi qui sont les encadrants, parce qu'effectivement, vous avez à trouver un ou une des personnes dans le corps professoral de l'EPSI qui vont vous diriger en thèse, bien entendu, et qui vont vous superviser. C'est donc un projet dans un domaine de recherche, une recherche qui est originale. Un doctorat doit contribuer à apporter des nouvelles connaissances. C'est un peu différent d'une maîtrise. Une maîtrise, ce n'est pas nécessaire. Le caractère original est moins nécessaire dans une maîtrise. Une maîtrise, c'est, quand on fait une maîtrise recherche, c'est de montrer qu'on maîtrise l'appareillage de la conduite systématique d'un projet de recherche. Au doctorat, il faut vraiment faire une recherche originale. Donc, aller chercher un projet pour lequel il y a encore réellement des questionnements. Donc, bien sûr, une bonne revue de littérature pour nous assurer que la niche qu'on a perçue est effectivement une niche qui est à combler. Mais donc, le projet doit être original et c'est une recherche que vous devez réussir à faire de manière autonome. Donc, il y a une autonomie, bien entendu, c'est vous qui allez faire le projet de recherche, c'est pas vos directeurs de thèse, c'est pas vos amis, c'est vous qui devez faire le projet de recherche. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul dans l'aventure. J'ai mentionné la direction de thèse, soit direction solo ou en co-direction. Donc, vous avez minimalement donc, une ou deux personnes du côté du corps professoral qui vous entourent. Vous aurez les personnes qui donnent les séminaires doctoraux. Donc, il y a des séminaires à suivre. Donc, vous avez d'autres membres du corps professoral qui vont vous suivre. À un certain moment, il y a un comité de recherche qui rentre en action, qui vont donc vous accompagner après l'examen de synthèse dans différentes étapes. Donc, on n'est pas seul. On intervient dans différents contextes avec différentes communautés. On se fait une communauté de pratique aussi, une communauté, les autres étudiants du doctorat vont être étudiants et étudiantes vont être là pour vous accompagner. Donc, ce n'est pas une aventure solitaire, mais ça demeure que la recherche, c'est vous qui devez la mener et c'est vraiment votre recherche doctorale. Et bien sûr, autour du projet de recherche, vous aurez différentes opportunités. Des opportunités pour, entre autres, vous aurez à essayer de trouver du financement. C'est souvent le nerf de la guerre dans un doctorat. Il faut réussir à se financer. Donc, vous allez chercher du financement. Vous allez potentiellement travailler comme auxiliaire de recherche ou d'enseignement, à la fois pour aller chercher des sous, mais pour aller aussi développer des éléments importants et utiles dans votre portfolio doctoral pour l'après-doctorat. Ce doctorat, c'est une première étape. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas l'œuvre d'une vie. C'est une première étape où on montre qu'on est capable de faire de la recherche pour avoir le diplôme, mais après, on a une vie de recherche ou une vie professionnelle dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais vous aurez donc des occasions d'être auxiliaire de recherche ou d'enseignement. Vous allez entrer aussi, bien entendu, dans le cycle de la diffusion de vos données, de vos résultats avec des communications, avec des publications. Et du côté, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a peut-être des charges de cours. Donc, au doctorat, on a surtout pour les gens qui pensent faire un doctorat pour devenir professeur-chercheur, ben, de faire l'expérience complète d'une charge de cours, c'est une bonne idée au doctorat. Ça nous permet de valider, premièrement, si on est confortable dans ce geste-là de faire une charge de cours, mais ça nous permet aussi d'avoir cette ligne-là de plus dans notre portfolio doctoral, parce qu'après le doctorat, ben, on essaye de postuler si on veut devenir professeur-chercheur, ben, on veut postuler sur des postes ou sur un post-doctorat, tout dépendant de notre cheminement. Mais bien entendu, ce sont des opportunités pour bâtir un portfolio doctoral, aller chercher des compétences et bien entendu, développer tout un réseau. J'ai déjà mentionné les directeurs, les co-directeurs, les communautés de pratique, mais le réseautage est aussi très intéressant du côté du doctorat, à l'interne, mais à l'externe aussi. Quand on commence à se promener dans les congrès,
on rencontre des gens, on fait du réseautage, on présente ses résultats. Donc, ça fait un réseau qui s'installe tranquillement de soutien, mais aussi un réseau de contacts quand on est en démarche, entre autres, pour aller se chercher un poste. C'est bien d'avoir déjà commencé au doctorat, à se faire connaître et à reconnaître les gens aussi. Donc, ça se fait, bien entendu, dans les deux sens. Donc, si je résume, ce qu'un doctorat vous amène à développer, moi, je le vois vraiment en trois morceaux. Bien sûr, des compétences en recherche. Vous devenez chercheur, chercheuse par un doctorat, que ce soit du point de vue de comment on conceptualise un objet de recherche, comment on le pense d'un point de vue de la méthode de recherche pour apporter des réponses, comment on fait de la collecte, de l'analyse de données, comment on diffuse. Donc, ça, c'est le cœur vraiment d'un doctorat, c'est de développer nos compétences en recherche. L'autre volet, bien sûr, une expertise disciplinaire. Vous allez devenir des experts, des expertes sur votre petit morceau. Et habituellement, on arrive au doctorat, on veut sauver le monde, puis on se fait dire, oui, mais si tu veux finir ton doctorat en 5 ans, tu ne sauves pas le monde tout de suite, ça va être plus tard. Et on ramène un petit morceau qui est suffisant pour pouvoir montrer qu'on est capable. Et donc, on devient, donc, à un certain moment, on est même plus spécialisé que nos encadrants. Parce que c'est nous qui faisons les lectures, c'est nous qui faisons la recherche. Ils sont là pour continuer à nous encadrer, mais moins pointus sur la littérature parce qu'on devient des experts à un certain moment. Il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on est dans un doctorat et qu'on navigue au travers, donc, toutes ces opportunités-là de publication, de communication, de travailler sur des comités, de rencontres avec des gens, il y a un ensemble de compétences transversales que l'on va développer, qui sont très importantes à la fois pendant le doctorat, mais pour l'après-doctorat, peu importe qu'on ait des visées plus académiques ou professionnelles quand on sort du doctorat. Donc, des compétences. Donc, ici, moi, j'interpelle, j'aime bien le référentiel des compétences transversales des ESP de l'Université de Montréal, qui, je trouve, résume bien. Donc, des compétences en communication, en collaboration. La recherche est de plus en plus collaborative. C'est important de développer ces recherchés tant dans les milieux académiques que dans les milieux professionnels. Des compétences en gestion. Le premier défi d'un doctorat, c'est une gestion de projet. Il faut réussir à apprendre à gérer notre projet. Tout ce qui est littératie numérique, médiatique, informationnelle. On pourrait rajouter intelligence artificielle maintenant aussi, qui font partie des littératies qu'on peut développer. L'intégrité, conduite responsable en recherche, bien entendu, de l'autonomie, de la créativité, de l'innovation, du leadership. Donc, on développe, c'est à la fois le projet de recherche, mais c'est aussi toutes les opportunités et l'écosystème dans lequel on vit, si on l'exploite bien, qui nous amène à développer donc ces différentes compétences transversales. Ça résume quand même assez bien ce que l'on entend par un doctorat, entre autres un doctorat en recherche. La question souvent que l'on se pose, c'est quels sont les débouchés? Donc, je l'ai déjà mentionné, il y a des débouchés, entre autres académiques. Donc, certaines personnes, c'était mon cas lorsque j'ai fait mon doctorat, visaient une carrière de professeur-chercheur ou professeur-chercheuse. Je visais donc cette carrière-là dans une université, très souvent, la recherche, à moins d'avoir des instituts de recherche. Il y a ça aussi qui peut exister, mais c'est souvent en contexte universitaire. Et juste pour vous donner des exemples ici de diplômés de l'EPSI au fil des années, les différentes universités où nos diplômés se sont placés, on voit à la fois donc des gens qui ont été géographiquement plus près de l'EPSI, entre autres moi-même, je suis un produit de l'EPSI, je suis restée à l'EPSI. On a McGill aussi, on a eu une diplômée du côté de McGill. Du côté plus large canadien, on a eu entre autres Ottawa, puis on a eu Dalhousie University avec Halifax. Mais on voit aussi qu'il y a des visées potentiellement internationales, entre autres parce qu'on a des étudiants, des étudiantes qui viennent de l'international, qui entre autres vont retourner au pays par la suite, ils viennent chercher le diplôme et ils retournent au pays par la suite. Et certains, c'est parce qu'ils veulent aller à l'international, qu'ils ne veulent pas rester du côté québécois ou du côté canadien et qu'ils décident pour différentes raisons d'aller du côté donc international. Donc, on voit la carrière donc académique peut nous amener donc à différents horizons dans différentes universités, dans des programmes en sciences d'information, mais ça peut être des programmes dans un domaine qui est connexe aussi. Les sciences d'information sont interdisciplinaires et les compétences peuvent être intéressantes aussi dans d'autres contextes. Comme c'est le cas dans le corps professoral de l'EPSI, donc si on regarde le corps professoral de l'EPSI, oui, on est plusieurs à venir des sciences d'information, mais j'ai des collègues qui viennent de philosophie, il y a des collègues qui viennent d'histoire, donc il y a différentes disciplines connexes au niveau du doctorat qui, des fois, vont donc aller dans d'autres disciplines en raison du caractère interdisciplinaire de la recherche dans bien des disciplines.
Les débouchés professionnels sont aussi possibles. Certaines vont aller vers un doctorat, non pas pour devenir professeur, chercheur ou chercheuse, mais pour des débouchés professionnels. Il y a quand même plusieurs milieux et types de postes qui vont être friands de gens qui ont développé leur capacité d'analyse et de synthèse sur des sujets en particulier du côté d'un doctorat. Donc, du côté, encore une fois, quelques exemples du côté de nos diplômés à l'EPSI. On a eu donc des gens qui se sont placés, par exemple, à la Ville de Montréal, aux Bibliothèques et Archives Canada, à l'Université de Lille, l'Université du Québec, j'aurais dit l'Université du Québec à Montréal. Donc, dans des postes, soit de bibliothécaires de haut niveau, des postes de gestion de bibliothèque, des postes d'analystes, entre autres au niveau de la recherche. Par exemple, chargé de projet au niveau de la recherche, conseiller en gestion de système de connaissances. Donc, les débouchés professionnels sont aussi des débouchés intéressants et c'est d'autant plus intéressant justement si on a des visées entre autres professionnelles de bien développer les compétences transversales. C'est une manière de rendre notre dossier intéressant par rapport à des visées et des milieux qui sont des milieux plus professionnels. Donc, plusieurs débouchés académiques et professionnels selon notre volonté, des fois, ça peut être des opportunités. Donc, des fois, des gens vont penser aller du côté académique et au moment où ils terminent, ils ne trouvent pas nécessairement de poste ouvert selon leur profil et ils vont voir une opportunité du côté professionnel et ils vont faire donc un choix de carrière un peu différent. Donc, on peut bien sûr naviguer selon donc les opportunités et selon nos désirs et nos besoins. Ça, c'était le deuxième morceau dont je voulais vous parler. Maintenant, un doctorat de recherche, c'est pour qui? Ça peut être une question que vous vous posez, qui est une question tout à fait légitime. Je suis allée chercher un extrait du site admission qui résume bien, dans le fond, les critères d'admissibilité de base. Le doctorat demande un diplôme universitaire de deuxième cycle, donc maîtrise ou équivalent, dans un champ d'application des sciences de l'information ou une discipline connexe. Donc, au doctorat, aussi un peu comme notre corps professoral qui des fois viennent en dehors des sciences de l'information, on va admettre des gens qui viennent de l'extérieur des sciences de l'information en autant que ça demeure connexe, quitte à avoir quelques cours d'appoint pour se mettre à niveau sur les sciences de l'information. Mais c'est vraiment de deuxième cycle. On ne dit pas de maîtrise de recherche. Donc, les gens qui font la maîtrise à l'EPSI professionnelle, comme c'était mon cas à l'époque, ont accès aussi au doctorat. Donc, on ne va pas chercher nécessairement une maîtrise recherche. C'est certain que quand on passe d'une maîtrise recherche à un doctorat de recherche et qu'on garde le même objet de recherche pour faire évoluer notre sujet, ben, on commence le doctorat avec déjà une base de revue de littérature de fait, donc on peut embarquer un peu plus rapidement dans son sujet. Quand on vient d'un côté professionnel, on a habituellement développé un intérêt, mais peut-être pas un intérêt aussi détaillé du côté d'une revue de littérature. Donc, on commence à la revue de littérature un petit peu plus pas de zéro, mais un petit peu plus proche du zéro, mais c'est tout à fait faisable. Un jour, j'aurai le temps de faire des statistiques, de voir combien sont venus de maîtrise recherche et de maîtrise professionnelle, mais j'ai l'impression qu'on a potentiellement peut-être plus de gens qui sont venus de maîtrise professionnelle du fait que notre programme professionnel, entre autres, ici, mais dans d'autres universités, est quand même très présent. Donc, une maîtrise de recherche ou professionnelle, il faut quand même avoir une moyenne, je ne vais pas me tromper, je vais regarder mes notes, une moyenne de 3,3 sur 4,3 pour pouvoir rentrer donc au doctorat. Donc, il faut avoir bien réussi sa maîtrise, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit donc de recherche. Ce qu'il faut aussi réaliser, c'est qu'on vienne donc, c'est sûr que si on vient d'une maîtrise recherche et qu'on a déjà travaillé sur un certain objet de recherche, on arrive déjà au doctorat avec une idée potentielle du sujet. Mais si on vient de la maîtrise professionnelle, il faut aussi avoir une idée parce qu'à la demande d'admission dont je vais parler à la prochaine séance du 11 novembre, un des éléments dans le dossier de demande d'admission, c'est une description de projet. Donc, il faut réussir aussi, même si on vient du professionnel, à avoir déjà esquissé un intérêt de recherche, une méthodologie envisagée, et il faut avoir aussi trouvé quelqu'un dans le corps professoral qui est disponible pour vous encadrer. Donc, disponible, c'est en termes de sujet, bien sûr. Il faut avoir quelqu'un dont le terrain de jeu est compatible avec votre terrain de jeu, mais il faut quelqu'un qui ait le temps, parce qu'à un certain moment, on ne peut pas non plus encadrer 30 étudiants de doctorat en même temps pour une seule personne. Donc, il peut y avoir une question de disponibilité aussi. Ça veut dire que si vous songez, par exemple, la rentrée, nous, le doctorat, c'est uniquement à l'automne. Donc, la prochaine cohorte, c'est pour l'automne, donc 2026.
Les dates, c'est le 1er février qui est la première date pour faire une demande d'admission. Donc, si vous y songez dès maintenant, il faut quand même assez rapidement essayer d'identifier quelqu'un pour vous encadrer. Ça, n'hésitez pas. Moi, comme responsable du doctorat, je peux vous aiguiller au besoin. Si vous hésitez sur la personne à vous encadrer, vous me résumez un peu votre projet et là, je peux vous dire, à mon avis, c'est tel collègue ou tel collègue qui serait les mieux placés pour venir vous encadrer. Et là, vous pouvez continuer vos démarches. Mais ce sont des démarches qu'il faut, bien entendu, pas trop tarder. Donc, la première date, c'est le 1er février. Il y a une autre date après, habituellement, je pense, c'est le 1er mai. Mais entre autres, parce que peut-être qu'il y a des gens de l'international qui nous écoutent aujourd'hui. Pour les gens qui viennent de l'international, la date du 1er mai est souvent trop tardive pour réussir à avoir les papiers, pour réussir à arriver, parce que les délais du point de vue gouvernemental pour avoir les permis, les certificats sont de plus en plus longs. Donc, c'est vraiment viser plutôt la date du 1er février, parce que la date du 1er mai, parfois, il y en a qui ne réussissent pas à avoir leur papier à temps pour rentrer à l'automne, et là, il faut décaler. Donc, il faut donc faire attention du côté international. Si vous êtes sur Montréal, le 1er mai, ça fonctionne habituellement sans souci. Vous faire ressortir aussi le fait qu'il mentionne qu'on est ouvert à la recherche multidisciplinaire. Donc, je l'ai déjà mentionné, les sciences d'information sont multi, inter, pluridisciplinaires. Utilisez le terme que vous préférez, il y en a plusieurs. Tout ça pour dire que donc de l'espace d'accueillir des gens qui viennent d'une autre discipline, en autant que ça demeure relativement connexe. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez bien exploiter ce que vous aviez comme bagage de premier cycle pour votre doctorat, bien entendu, en autant que vous réussissez à l'inscrire en sciences d'information. Et j'ai juste indiqué études de premier cycle. Vous avez peut-être une autre maîtrise en plus de la maîtrise en sciences d'information. Donc, il y a de la possibilité, bien sûr, d'ouvrir des sujets donc, qui sont connexes, donc en autant qu'il y a un ancrage qui peut se faire du côté donc, des sciences de l'information. C'est les informations rapidement que je voulais donc vous passer aujourd'hui. Je vais arrêter mon partage d'écran parce que là, je voudrais passer la parole donc à mes deux co-conférenciers, donc Julie-Lise et David. Je ne sais pas, on n'a pas discuté qui passait en premier. Je sais que pour l'instant, on voit Julie-Lise en plein écran, donc ça veut peut-être dire que c'est Julie-Lise qui va parler en premier, à moins que David ait quelque chose de contre ou des contraintes. Non, c'est le destin, Julie-Lise, désolé. Okay, ça va, je suis bien d'accord avec le destin, c'est mon ami. Je vais prendre la parole. Merci Christine d'avoir préparé tout ça. Puis je n'avais même pas réfléchi à ce que j'allais dire, fait que je me suis juste pris plein de notes pendant que tu parlais. Euh, pour ajouter peut-être un petit peu de nuance, je vais me partir mon timer parce que je vais me perdre sinon. Moi, j'ai fait une maîtrise professionnelle à l'EBSI. Puis la perspective de la recherche, en fait, m'est venue en fin de parcours en discutant avec une collègue de maîtrise qui, elle, poursuivait au doctorat, qui est ici, là, c'est Constance. J'ai comme décidé de faire un doctorat, je dis souvent parce que j'avais peur du marché de l'emploi, ce qui est vrai, mais qui est faux aussi parce que je travaille depuis que je suis au doctorat, puis il n'y a pas de problème. C'est vraiment pas un milieu qui est effrayant. C'est avec mon stage, en fait, que j'ai vraiment choisi mon sujet de recherche, donc qui est vraiment ancré dans la profession. Moi, je m'intéresse à l'insertion professionnelle des professionnels de l'information au Québec. C'est vraiment comme à partir des témoignages de mes collègues de maîtrise, de mes collègues de stage, que j'ai élaboré mon sujet de recherche. Une autre chose que je peux dire, que je conseille fortement aux gens qui envisagent peut-être un doctorat, ça serait si on est dans une maîtrise professionnelle puis qu'il n'y a pas d'expérience de recherche, ce n'est pas une limitation. C'est vraiment juste une approche ou une perspective différente dans l'entrée du doctorat. Puis le doctorat à l'EBSI, on a de la chance comme quoi le programme est fait pour vraiment accompagner dans la première année. Les 4 séminaires sont vraiment faits pour justement accompagner dans le début de la recherche. Il existe 2 cours qui s'offrent au niveau de la maîtrise.
Il y a un que c'est recherche dirigée, puis l'autre, c'est recherche individuelle. Fait que, tu sais, ça peut être des avenues qui sont à 3 ou 6 crédits. Ça peut être des avenues pour tester un peu les autres de la recherche, puis en même temps, ça peut être une belle façon d'établir un lien avec un ou une prof et envisager peut-être une direction ou une co-direction. Par rapport à ça, je dirais aussi que justement, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que la bonne entente avec la direction ou les directions, c'est le plus important, mais ça, c'est ma perspective à moi, parce que ce sont les personnes qui nous suivent tout au long du programme. Puis moi, j'ai la chance d'être accompagnée par Christine, fait que voilà, je suis très bien accompagnée, très bien entourée. Euh, puis si vous êtes gêné de demander à Christine pour les sujets de prof, sinon il y a les pages aussi sur l'EBSI qui présentent les professeurs et sur chacune de ces pages-là, il y a les intérêts de recherche. Donc, si jamais vous voulez aussi comme juste fouiller sur cette page-là puis trouver peut-être des intérêts de recherche qui vous titille la curiosité, puis ça peut être juste aussi comme d'écrire un courriel à un ou une prof, puis de dire comme, hey, ça m'intéresse, est-ce qu'il y aurait comme peut-être un sujet qui serait intéressant à creuser ou des choses comme ça. Euh, Sinon, à part de ça, je dirais que pour ce qui est de l'originalité, oui, c'est un critère d'avoir de l'originalité dans le projet de recherche, mais à mon très humble avis, c'est bien difficile de ne pas avoir une niche parce qu'en recherche, ben, on est tellement sur un sujet précis, puis il reste tellement de choses à explorer en sciences de l'information. C'est une discipline qui est magnifique pour ça. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment pas une inquiétude que j'ai au niveau de l'originalité. Je pense il y a tellement de choses à explorer. Puis sinon, il me reste encore un peu de temps. Euh, je peux parler peut-être de ma perspective par rapport au doctorat qui a évolué beaucoup depuis ma première session. Quand je suis rentrée au doctorat, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste puis qui veut absolument performer. Il était hors de question que j'ai autre chose que 4,3 sur 4,3 comme cote pour le doctorat. Ben, j'ai dit oui à tout parce que je voulais tout faire, je voulais tout toucher. Je me suis rendue malade et j'ai dû réviser un petit peu mon approche au doctorat pour vraiment. Il a fallu que je réfléchisse à, en fait, c'est quoi mon objectif avec un doctorat, puis ça serait la chose la plus importante que j'aimerais peut-être que les gens se retiennent aujourd'hui, là. Si je peux toucher quelqu'un avec ça, c'est vraiment de se poser la question pourquoi je fais un doctorat. Puis cet objectif-là peut évoluer, peut changer à travers le parcours, puis c'est normal, puis c'est bien correct. Mais de toujours garder ça en tête parce que c'est pas tout qui va nourrir de la même façon nos objectifs. Donc, on fait des choix, on doit faire des choix. Puis des fois, ça brise le cœur de faire ces choix-là, mais c'est un petit baume quand même quand on se dit que c'est dans la même ligne que nos objectifs. Et ben voilà, mon petit timer me dit que faut que j'arrête de parler. Mais merci pour la parole. Puis si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, moi je suis très ouverte là, à ce qu'on diffuse mon adresse courriel ou peu importe, là, ça va me faire plaisir d'échanger avec des gens. Voilà. Merci beaucoup, Julie-Lise. David, à ton tour. Wow, ben passer après deux oratrices hors pair comme Christine puis Julie-Lise, c'est un peu intimidant. Moi, je vais vous parler de mon parcours qui est un peu différent de celui de Julie-Lise. Puis j'espère que peut-être certains ou certaines d'entre vous là, pourront se retrouver dans mon expérience puis trouver de la motivation là, pour poursuivre au doctorat. J'ai fait ma maîtrise, moi, il y a 17 ans à l'EPSI. Puis, je n'étais pas nécessairement l'élève le plus doué. J'ai pas le profil du perfectionniste. Je suis plutôt le passionné. Puis, ben, comme peut-être certains d'entre vous, mon objectif, c'est rien de moins que révolutionner les bibliothèques publiques. Sauver le monde que tu disais, Christine, tantôt. C'était ma source de motivation principale. Puis,
Pour entamer la révolution, je me suis expatrié à Rimouski, donc j'ai pas, pendant mon parcours de maîtrise, envisagé de faire le doctorat. Puis je suis atterri dans la chaise de directeur des bibliothèques là, à la ville de Rimouski. Et ben, c'était clair pour moi que ça allait être une vague d'est en ouest, là. Donc, la révolution allait commencer par l'est du Québec, puis s'abattre sur le reste. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur des milliers de projets. Et j'ai appris à me faire dire non, ce qui a été un peu peut-être pour moi le wake-up call, c'est-à-dire que j'ai découvert dans la pratique à quel point il manquait encore de recherche, de données probantes, d'outils pour éduquer les décideurs et les différents milieux pour qu'on ait une meilleure compréhension des impacts en bibliothèque. Donc, c'est ce qui m'a amené en fait à décider de revenir faire le doctorat. C'est-à-dire que je garde mon lien en emploi actuellement, mais je sens ce besoin-là d'aller faire la révolution par la connaissance, en fait. Vous comprenez que j'ai une forme d'idéalisme qui est très, très incarné, là. La réelle est probablement quelque part entre la connaissance et la pratique, là, la solution. Mais bon, donc c'est ce qui me motive à m'investir là, du côté du doctorat. Tu sais, comprenez-moi bien, là, je dis pas que la pratique est frustrante ou qu'on peut pas s'épanouir dans la pratique. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler, mais à un certain moment, des fois, on a envie de pousser plus loin le plaisir professionnel. Puis c'est là que, pour moi, le doctorat il vient comme une stratégie, en fait, pour me soutenir dans la poursuite de mon parcours professionnel. Donc, comme je vous ai dit, mon constat, c'est qu'il y a beaucoup de recherches à faire au Québec. Donc, c'est le fun, beaucoup d'opportunités de champs de recherche, là, d'après moi, qui sont très, très passionnants, qui peuvent être très théoriques, mais aussi avoir des applications concrètes et réelles. Je trouve que c'est une belle opportunité là, d'aller participer à l'évolution de notre domaine. Euh, Peut-être que ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque, quand j'étais à la maîtrise, euh, ben d'abord, oui, que la recherche, c'est pas juste des connaissances qui sont accessibles qu'à une seule élite, puis que ça n'a pas nécessairement d'incarnation ou d'impact sur le milieu. Je pense qu'on peut participer à faire évoluer nos milieux. Qu'il n'existe pas un profil de doctorant. C'est pas nécessairement le meilleur de la classe, d'après moi, qui peut faire un bon doctorant, puis qu'il y a de l'espace pour la passion. Donc, je pense que travailler avec le cœur, de façon cohérente avec la tête ou avec l'esprit, clin d'œil Julie, Julie Lise pour les défis que tu as eu des fois de trouver le bon équilibre, mais je pense qu'il y a de l'espace pour la passion. En tout cas, pour l'instant, moi, je me suis senti accueilli avec l'énergie que j'amenais. Puis ça m'a réconforté ou ça m'a rassuré un petit peu là, ou effacé certains doutes que je pouvais avoir par rapport à ben, est-ce que je suis à la hauteur intellectuellement. Que c'est possible de le faire même si on doute de soi. Je pense que le doute, c'est normal. C'est un moteur. Faut pas que ce soit quelque chose qui paralyse, mais que on peut, on peut être quelqu'un qui n'a pas complètement confiance dans ses connaissances, ses compétences, puis c'est normal, on est appelé à évoluer puis à grandir dans cette démarche-là. Donc, le doute, il ne faut pas que ce soit un frein. Puis, ben, je l'ai dit tantôt, mais que la connaissance, ça va sauver le monde. Alors voilà, vous avez maintenant les conseils d'un vieux sage rimouskois pour vous encourager à poursuivre vos doctorats. La même chose que Julie Lise, je suis super ouvert pour discuter, ça va me faire plaisir par le truchement des outils de communication que vous préférez. Merci beaucoup, David. Donc, très inspirant. Hein. Bien contente de vous avoir eu, Julie-Lise et toi, dans vos patelins respectifs. Donc, la pandémie aura eu ça de bon. On est maintenant à l'aise à faire du co-modal, beaucoup plus qu'on l'était à un certain moment. Ça nous permet d'avoir justement des gens qui sont un petit peu
dispersé. Et j'ai trouvé très intéressant, et c'est pas moi qui leur a dit de dire ça, mais que tous les deux parlent de la passion, de l'intérêt qu'on a. Pour moi, c'est un des moteurs super importants quand je vous disais d'aller chercher votre projet. Il faut que ça vous tienne aux tripes, parce que oui, le cheminement d'un doctorat, c'est pas nécessairement un long fleuve tranquille. Il y a des moments de très haut, puis des moments où on doute un peu plus, et le doute est normal. Mais si on a un sujet qui nous tient aux tripes, ben, on le ressort et on fait comme je veux encore avoir des réponses. Et c'est ça, moi, qui a été un de mes grands motivateurs, c'est que oui, je veux. Et on ne fait pas un doctorat en attendant, c'est trop d'investissement, il faut avoir une passion. Et je trouvais intéressant aussi ce que Julie-Lise mentionnait, parce que pour moi, c'est aussi un critère très important d'avoir une bonne chimie avec les encadrants. Donc, c'est important d'avoir un directeur, directrice, co-directeur, co-directrice qui partagent votre passion pour le sujet, mais au-delà de ça, pour lequel vous êtes compatible dans les modes de fonctionnement, parce que ça, c'est important aussi. Donc, il y a autant de profils de doctorants que de profils de superviseurs. Il faut s'assurer d'être compatible. Donc, des fois, il y a des gens qui aiment des doctorants qui aiment qu'on les suive de plus proche, il y en a d'autres qui aiment être plus tranquilles, puis il y a des encadrants qui encadrent de plus proche, puis des encadrants qui encadrent de plus loin. Donc, si on n'a pas un bon match, ça peut faire effectivement des frustrations dans un cheminement doctoral. Donc, moi, je me rappelle très bien quand j'ai terminé ma maîtrise, moi, j'avais fait une maîtrise recherche avant, dans une vie antérieure en mathématiques. Et ce qui m'avait découragé de la recherche, c'était justement le manque de chimie avec mon directeur de mémoire. Et je m'étais dit, si jamais je me relance en recherche, je dois trouver quelqu'un avec lequel je suis compatible. J'ai pris 1 an après ma maîtrise pour me magasiner, entre guillemets, un directeur, et j'ai été auxiliaire de recherche et d'enseignement pour 6-7 professeurs pendant cette année-là à l'EPSI pour tester les compatibilités. On n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça, mais pour vous dire que le contact est important du côté des styles d'encadrant et d'encadré, on va dire ça comme ça. Je suis en train de vous accrocher sur des murs, moi, là. On est tout encadré, là. Donc, très, très, très important, effectivement, d'aller jouer à ce niveau-là. Pour moi, ça fait partie des 3 facteurs très, très, très importants de motivation. Il y aura le facteur financier aussi. Il faut être pragmatique aussi dans la vie. Un doctorant ne vit pas que d'amour et de son projet de recherche. Donc, il faut avoir quand même des capacités financières ou de travailler en parallèle, comme Julie-Lise et comme David le font aussi. C'est une manière de financer en partie son doctorat. Donc, ça fait un tour de notre côté. J'aimerais savoir et j'aimerais ouvrir la discussion pour les gens qui sont dans la salle physiquement ou pas physiquement, là. Donc, je vais juste changer l'affichage ici pour voir un petit peu plus tout le monde de mon côté. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ou en ligne par rapport donc à ce qu'on a abordé ou d'autres sujets par rapport au doctorat? Et je peux y répondre oui. Donc, une question ici, je vais vous la lire. Donc, oui, j'ai une question sur le financement. Est-ce que la plupart des personnes au doctorat réussissent à se financer? Est-ce possible de faire le doctorat à temps partiel si on a besoin d'un emploi en même temps? Donc, la question du financement, je vais probablement en parler un petit peu plus à la prochaine séance, mais je peux déjà dire que le financement, oui, ça demeure quelque chose qui peut ralentir un peu un avancement dans un doctorat. Donc, il y a des étudiants qui vont être à temps moins plein que d'autres parce qu'il faut travailler en parallèle, même si, donc, il peut y avoir des choix plus stratégiques. Donc, travailler dans une épicerie, ça amène de l'argent, mais ça n'amène pas des compétences nécessairement aussi directement utiles au doctorat. Donc, il faut essayer de voir du côté des auxiliariats, entre autres, de recherche avec ces encadrants ou avec d'autres professeurs, des auxiliariats d'enseignement. Quand on avance plus loin, ça peut être une charge de cours, par exemple. Il y a des opportunités de bourse. Moi, je pousse mes étudiants de doctorat à soumettre leurs dossiers de demande de bourse, que ce soit auprès des grands organismes subventionnaires comme le CRSH ou le FRQ. Et je sais que je ne suis pas la seule à faire ça. Il y a des bourses à l'interne à l'EPSI, il y a des bourses à l'Université de Montréal. Donc, des fois, vos encadrants ont des fonds qui permettent donc
de donner des sous donc, en bourse à leurs étudiants. Donc, il y a différentes manières de faire un montage financier donc, pour essayer, donc, pour réussir, pas essayer, il faut réussir à vivre quand même correctement du côté donc, du financement. Mais oui, il y a des gens qui vont travailler et des gens qui travaillent à temps presque plein en parallèle. Mais c'est sûr que le travail à temps plein fait que votre doctorat va s'étirer sur plus longtemps. C'est normal parce qu'à un certain moment dans le doctorat, entre autres, quand on passe l'étape d'examen de synthèse et qu'on est vraiment dans notre projet de thèse, l'effet d'immersion est quand même très efficace quand on peut travailler plus fréquemment sur notre doctorat que si on a juste une demi-journée par semaine à mettre sur notre projet de doctorat. Bien là, c'est sûr que le projet de doctorat, il peut être un petit peu plus long, mais ça se conjugue effectivement de différentes manières. J'espère avoir bien répondu, Sarah Maud, à votre question. Si je peux ajouter peut-être quelque chose d'expérientiel. Moi, ça a été un enjeu à ma première année doctorale, dans le sens que j'avais un emploi à temps plein comme gestionnaire de projet. Puis je travaillais du 45 à 60 heures semaine, en plus de faire le doctorat, et ça a ralenti mon processus, évidemment. Ça a aussi contribué à mon épuisement, je m'en cache pas du tout. Puis ça a été une recherche pour moi, en fait, de trouver l'équilibre entre être capable de subvenir à mes besoins, puis avoir le temps et l'énergie nécessaire à consacrer à mon doctorat parce que, comme David, je suis absolument passionnée par mon sujet de recherche. Puis pour moi, en fait, la solution, ça a été de me créer une carrière sur mesure, dans le sens que je fais de la consultation comme travailleur indépendant, puis je suis comme plus en contrôle de mon horaire, de mes honoraires aussi. Fait que, tu sais, ça peut être une solution, puis je sais que je suis pas la seule personne à l'avoir fait. Il y a d'autres doctorants et doctorantes aussi là, qui se sont partis des pratiques privées. Mais dans tous les cas, je soutiens aussi le point que ça prend une pratique professionnelle s'il doit y en avoir une pour subvenir à des besoins. Ça en prend une qui nourrit euh, euh, autant comme la personne que le garde-manger. Dans le sens que c'est ça, travailler, mettons, chez Métro, ben, malheureusement, avec le salaire minimum, aujourd'hui, on n'arrive pas à grand-chose, surtout si c'est à temps partiel, là. Fait que, tu sais, puis moi, je voyais le doctorat comme aussi une transition vers le milieu professionnel. Fait que, tu sais, ça fait partie comme de mon réseautage et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Julie-Lise, pour l'expérientiel. La Faculté des arts et des sciences est en train d'essayer de travailler avec les départements pour implanter des programmes dits de financement intégré. Donc, on est dans l'exercice, mais je ne sais pas encore le résultat que ça va donner de notre côté. Mais l'idée est d'essayer. On a toujours eu de toute façon un certain montant à donner à nos étudiants, entre autres de première année, quand ils arrivent. Donc, qui varie selon les enveloppes qu'on nous donne. Donc, mais on parle peut-être d'un 4-5 000 dans l'année, qui est pas assez, on s'entend, pour vivre. Mais il y a des possibilités aussi à l'interne, mais c'est ça. Pour l'instant, je peux malheureusement pas en dire plus sur le financement intégré et quelle forme ça va prendre si on l'implante de notre côté, parce que c'est en discussion. Mais on est très conscient, donc au niveau à la fois facultaire, mais au niveau départemental, de l'importance du facteur financier, puis on essaie d'accompagner autant qu'on est capable de faire avec les moyens qu'on a, les étudiants dans ces démarches-là, parce que oui, étudier le ventre vide, non, c'est pas efficace, là. Il faut essayer d'avoir un minimum là, pour avoir une vie qui est décente, pour pouvoir bien penser. D'autres questions? Que ce soit dans le clavardage ou de vive voix? Non, il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage pour le moment. Non, tout à l'air tranquille dans le clavardage. Merci, Constance. Une question, Anton? Non, c'est juste, sinon, on va... Bien sûr, allez-y. Mais est-ce que, vous avez abordé ça rapidement, mais s'il y a un peu plus à dire sur justement la transition entre une maîtrise professionnelle et un doctorat qui est plus de lecture, de recherche, en termes d'adaptation, est-ce que ça a été assez facile? Qu'est-ce que vous avez dû faire pour vous aider à... C'est ça.
je vais probablement passer la parole à la fois soit à David ou Julie-Lise, parce que moi, je venais quand même d'une maîtrise recherche en mathématiques. Donc, j'avais déjà fait de la recherche, même si c'est quand même très différent en mathématiques. Là, des revues de littérature, je n'ai pas fait ça. Mais j'avais déjà, donc, moi, une base au niveau de la recherche, tandis que Julie-Lise et David viennent vraiment de la maîtrise professionnelle et de mémoire, n'ont pas eu nécessairement, avant le doctorat, d'expérience d'un mémoire ou autre. Je ne sais pas si Julie-Lise veut se lancer. Vas-y donc, David, tu as ouvert ton micro en Ah, premier. OK. Ben, moi, je suis évidemment pas passé de la maîtrise au doctorat. J'ai une expérience professionnelle entre les deux. Donc, ça dépend déjà de vos habitudes, mais moi, j'ai toujours été j'ai toujours eu un agenda très, très chargé. Donc, le défi, ça a été essentiellement d'aménager de l'espace dans mon agenda pour maintenir le rythme nécessaire là, pour le doctorat. Donc, ça c'est pas j'ai pas trouvé que je trouve pas que c'est une grosse adaptation depuis le milieu professionnel. Donc, reste à voir après votre parcours de vie, euh, quelles compétences vous vous reconnaissez là jusqu'à maintenant. Mais si on est habitué d'organiser un petit peu son temps pour répondre à la fois aux besoins du travail, du maintien de l'équilibre avec la vie personnelle, c'est pas une transition si difficile, mais ça demande une forme de rigueur, ça c'est clair. Merci, David. Donc, oui, je dirais que d'expérience, pour avoir observé plusieurs étudiants au fil des ans, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis à l'EPSI, d'expérience, et le sens de l'organisation, dans tous les sens du terme. Il y a le sens dont David vient de parler, qui est d'organiser effectivement sa vie. Si on a une vie personnelle, on se le souhaite. Donc, d'organiser les différentes sphères de notre vie pour se trouver du temps et réussir à se trouver du temps de manière rigoureuse et régulière. Donc, il ne faut pas être trop en mode d'improvisation. Il faut essayer vraiment de se bloquer des plages de temps pour réussir à bien organiser les choses et bien organiser. Trouver une bonne méthode de travail. Donc, il y a plusieurs manières de travailler, mais en trouver une avec laquelle vous êtes efficace. Entre autres, ce qui, des fois, pour certaines personnes qui viennent de la maîtrise professionnelle, le premier choc, c'est dans les séminaires doctoraux de l'automne où il y a quand même de la lecture à faire, de la lecture avec des notes de lecture, il faut développer le sens de critique qu'on n'a peut-être pas nécessairement développé tant que ça quand on a fait, je ne dis pas qu'on n'en développe pas, mais pas par rapport à de la méthodologie, par exemple, ce qu'il faut développer. Mais ce qu'il faut comprendre dans notre structure, donc, on a 4 séminaires de doctoraux. À l'automne, il y a un séminaire plus sujet, puis un séminaire méthode de recherche. Et à l'hiver, c'est la même chose. Donc, on vous accompagne à la fois du côté de la littérature et du côté de la réflexion conceptuelle, théorique par rapport à une littérature et du côté méthodologique. Mais pour certains, c'est ça, la marche qui est un petit peu plus haute, c'est « Oh, j'ai quand même plusieurs textes à lire, il faut que je m'habitue à lire des textes, puis à bien résumer des textes, à bien organiser des textes. » Il y a une méthode de travail à aller chercher à ce niveau-là, auquel des fois, certaines personnes vont trouver comme « Ouf, je ne suis pas habituée à ça. » Donc, il faut s'habituer un peu plus. Et le côté des méthodes, mais comme quand on rentre au doctorat, on ne commence pas déjà à faire notre projet. On est en mode, dans le fond, la deuxième année, on est plus en mode de planifier un projet, non pas de le faire. Donc, c'est un peu moins stressant au niveau méthodologique de ne pas avoir toutes les réponses méthodologiques tout de suite. Les séminaires doctoraux accompagnent en méthodologie et vous amènent quand même dans ces sphères-là aussi. Donc, il y a à la fois le sujet puis la méthode et ça sonne que c'est pour ça qu'on a 4 séminaires doctoraux, entre autres. C'est pour réussir à bien, on a déjà eu 6 dans une version antérieure, là on est à 4, pour bien accompagner, entre autres, le passage de la maîtrise professionnelle. Mais quand on passe de la maîtrise professionnelle, on a habituellement un peu plus de lecture à faire parce qu'on n'a pas déjà un bagage de lecture à faire. Donc, je dirais que c'est ça que j'ai vu dans le passé, là, comme, des fois comme marche, là, qui est comme ouf. Et des textes des fois un peu théoriques. Là. Donc, il y a des textes qui ne sont pas toujours faciles. Là. C'est pas j'allais dire du Daniel Steele, là. C'est pas du tout dans mes lectures, et pour dire que c'est pas nécessairement une littérature qui est d'abord nécessairement facile au niveau des textes théoriques. Il faut s'habituer à ça. Ça répond? Oui, merci. Y aurait-il donc d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc Ben, hésitez. Oui, je peux-tu intervenir juste pour ajouter, vas-y.
Sinon aussi, tu sais, si c'est vraiment une inquiétude au niveau des compétences et capacités, il y a des cours qui sont offerts par les ESP qui peuvent venir aussi bonifier là, tu sais, en termes de gestion de projet. Il y a des cours de rédaction, il y a des cours, puis c'est sans frais, ça vaut un crédit, mais ça compte pas dans la programmation, mais c'est très, très accessible. Puis généralement, c'est comme 1 ou 2 journées ou c'est 3, 4 ateliers répandus sur un mois. Ça se fait très bien. C'est fait pour justement les gens qui sont aux études supérieures en recherche puis qui veulent euh, bonifier peut-être leur parcours par ces types de formations-là. Puis j'ajouterais aussi juste que moi, personnellement, le plus gros ajustement que j'ai dû faire, c'est au niveau de mon sentiment d'imposteur. Euh, Tout le monde, là. Tout le monde. Chaque personne qui rentre au doctorat, puis même des profs l'ont. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est correct. C'est correct de l'avoir. À un moment donné, on se fait confiance, puis ça va bien aller. Exactement. Donc, c'est tout à fait normal dans le processus, là. C'est que quand on se développe en recherche, on réalise à quel point on ne sait rien par rapport à tout ce qu'on devrait savoir. Et c'est là revient souvent le syndrome de l'imposteur. Et c'est ça qui est intéressant quand on se lance dans cette carrière-là, c'est qu'on apprend toute notre vie. Donc, on est toujours en train de chercher des nouveaux éléments, à trouver des nouvelles connaissances. Et pour ça, et dans l'enseignement aussi, nos sujets évoluent. Il faut toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. Donc, moi, ça fait partie de ce qui m'a attiré en recherche. Et ensuite, dans ma carrière, c'est ce côté-là où on est, c'est très, je trouve, dynamisant et motivant. On est toujours à réfléchir, à trouver des nouvelles choses, à rencontrer des nouvelles personnes avec les cohortes qui changent, les étudiants, les collègues, tout ça. Donc, c'est quand même où ça bouge. Moi, j'aime ça. C'est organique, ça bouge. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, des nouvelles personnes à rencontrer, là. Donc, c'est intéressant pour ça. C'est une si belle chose que de se rendre compte qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Et je dis toujours à mes étudiants de doctorat, il faut pas finir un doctorat en disant je sais tout. Parce qu'après ça, vous allez cogner des portes de devenir professeur-chercheur, et on va vous demander c'est quoi votre prochaine recherche, projet de recherche? Ben, rien, je sais tout, parce que je voulais savoir. Donc, il faut avoir une ouverture sur d'autres choses. Donc, on a une vie de recherche. Quand on prend le chemin académique, mais le chemin professionnel aussi, il y a de nouveaux défis. On le voit, entre autres, ne serait-ce que par l'évolution des technologies. Les milieux documentaires sont bouleversés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est l'IA qui est la nouvelle saveur du jour. Mais on a besoin de gens qui ont des capacités d'analyse, de synthèse, et c'est ça que vous développez au doctorat. C'est cette capacité-là de rigueur, d'analyse et de synthèse pour apporter des éléments de réponse à des questionnements, qu'ils soient professionnels ou académiques. Et ça, c'est, habituellement, les gens qui pensent à un doctorat ont déjà ce bagage-là, peut-être moins développé par une maîtrise professionnelle. Ça dépend comment vous avez fait votre maîtrise professionnelle. Si vous avez fait un des cours de 3 ou 6 crédits dont Julie-Louise parlait, déjà, vous avez eu un pas et ça peut être intéressant de le faire, un pas un peu dans cet univers-là de la recherche. Mais c'est une ouverture vers bien des nouvelles connaissances. Merci Julie-Lise et David pour vos interventions. Je pense que là, ça fait le tour des questions. Et merci à Christine d'être ici. Je vais juste arrêter l'enregistrement maintenant. Tu peux l'arrêter carrément, oui. And then this is important.